que de vous entretenir de la révolution tunisienne à Paris, c'est-à-dire dans la ville de la lumière, et en France, le pays de la révolution française. La révolution tunisienne a d'abord des origines sociales. Elle découle principalement de la détérioration de la situation économique et sociale dans certaines régions déshéritées, particulièrement la région de Sidi Bouzid et la région de Gazré. Ces régions aussi, enfin, sont très pauvres. Les conditions naturelles et climatiques n'y sont pas favorables. Ils ne sont pas suffisamment pourvus d'infrastructures, routes, chemins de fer, aéroports. Ils n'attirent par conséquent pas les investisseurs privés. Le résultat, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'entreprises industrielles et de création d'emplois. C'est ainsi que le taux de chômage dans la région de Sidi Bouzid de Gazrine, le taux de chômage estimé dans l'ensemble de la Tunisie à plus de 20%. Il est pratiquement le double dans ces régions déshéritées. La situation, chômage non seulement des jeunes non diplômés, mais essentiellement des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi dans les régions par manque d'entreprises et qui ne sont pas suffisamment pistonnés parce que les régions déshéritées sont sous-représentées au niveau du gouvernement, de la haute administration et des sociétés nationales, ce qui fait qu'ils n'ont pas de piston pour les intégrer dans des emplois. Le résultat, c'est que la situation devient explosive dans ces régions déshéritées. Et le suicide de Mohamed Bouaziz, qui s'est immolé par le feu, parce que les autorités municipales ont confisqué sa marchandise, ils l'ont humilié, ce suicide a joué le rôle d'explosif. En parenthèse, le même phénomène est passé quelques mois auparavant à Monastir, au Sahel. Un jeune père de famille s'est également suicidé par le feu et ce suicide n'a pas provoqué d'explosion parce que la situation n'est pas explosive dans cette région relativement favorisée. Mais très vite, les jeunes qui ont un niveau intellectuel assez élevé, de nombreux jeunes sont diplômés de l'enseignement supérieur et beaucoup ont accompli leur enseignement secondaire. Très vite, ils ont fait le lien entre la situation sociale et la nature du régime politique. Et ils considèrent que ce régime politique qui est basé sur le despotisme, l'arbitraire, le favoritisme, les passes de loi et la corruption et la malgouvernance qui est responsable de la détérioration de la situation économique et sociale. Et du coup, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent la suppression de ce régime politique et l'établissement des régimes à même de garantir les droits, la liberté et la dignité des Tunisiens. Il faut remarquer que ces traditions de modernité et de démocratie caractérisent l'histoire contemporaine de la Tunisie et remontent à un siècle et demi. Déjà en 1846, la Tunisie est le premier pays arabo-musulman à avoir aboli l'esclavage, avant la France et avant les États-Unis d'Amérique. En 1861, la Tunisie a proclamé la première constitution dans le monde arabo-musulman. Et cette constitution est à l'époque assez avancée, puisque non seulement elle proclame la séparation du pouvoir, mais aussi le Conseil suprême, c'est-à-dire le Parlement, a le droit de contrôler le B, c'est-à-dire le droit de le condamner et de le destituer s'il viole la Constitution. Le pouvoir judiciaire est même indépendant parce que les juges sont inamovibles. Et donc le pouvoir exécutif ne peut pas destituer les juges. Bien entendu, cette constitution a été suspendue en 1864. Mais les réformistes tunisiens ont continué la lutte pour la démocratie. Leur chef de file, Khaireddine Bacha, qui était président du Parlement, de la Cour suprême, c'est ça. Il a été président de ce Conseil suprême. Il a démissionné en 1962. Pourquoi? Parce que son beau-père, le Premier ministre, a violé la Constitution. Et s'est consacré à élaborer une théorie pour le mouvement réformiste. Il a écrit, en 1867, un livre intitulé « La plus sûre direction pour connaître l'état des nations ». Et ce livre constitue un bréviaire démocratique. Il faut remarquer que Khaireddine a été fasciné par le modèle occidental, parce qu'il a visité la plupart des pays d'Europe occidentale. Il a séjourné à Paris
pendant de 1853 à 1857, où il s'est particulièrement imbibé de la philosophie de Lumière et des principes de la Révolution de 1789. Et donc dans ce livre, il s'est posé cette question qui signe encore beaucoup d'intellectuels arabes. Pourquoi les Occidentaux ont-ils progressé et les musulmans ont-ils régressé? Et il considère que le secret de l'Occident, du développement occidental, réside dans la nature du régime politique. Les régimes politiques occidentaux sont fondés sur la démocratie, sur la Constitution. Et par conséquent, ils garantissent les libertés, les droits et la dignité des citoyens. Ils créent un climat de confiance et de sécurité qui incite les citoyens à produire, à créer, et de là donc le développement non seulement économique, mais également culturel et civilisationnel d'une façon générale. En revanche, le sous-développement des pays musulmans découle également de la nature de régime politique qui est fondé sur le pouvoir absolu. Et le pouvoir absolu engendre nécessairement le despotisme, la tyrannie, les abus, et n'incite pas donc les gens à travailler, à produire, à créer, et c'est ce qui explique le retard. Entre parenthèses, Khaireddin Beche, qui est contemporain de Marx, a pris exactement la contrepartie de Marx. Marx considère que c'est l'infrastructure qui explique la superstructure, et Khaireddin Beche considère que c'est la superstructure qui explique l'infrastructure. Pour lui, des pays comme la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis d'Amérique n'ont connu un réel développement qu'après les révolutions démocratiques, respectivement en 1688, 1776 et 1789. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est la démocratie. Et le mouvement national tunisien, paru après l'occupation de la Tunisie par la France en 1881, ce mouvement est le prolongement du mouvement réformiste. Il a adopté le projet réformiste, basé sur la modernité, l'ouverture sur l'Occident, l'état de droit et l'adaptation de l'islam au monde moderne. Et le mouvement national, dans toutes ses composantes, a combattu la France au nom de la démocratie. Il a lutté contre le colonialisme pour l'évolution du pays, mais également contre le despotisme pour une véritable démocratie. Et il a combattu le colonialisme français au nom des principes de la Révolution française. Il reproche même à la République française de violer ces principes dans sa politique dans les colonies, dans sa politique coloniale. Et il demande un régime qui établit au moins l'égalité entre toute la population de la Tunisie, c'est-à-dire entre les Français et les Tunisiens. Et c'est pourquoi le parti qu'ils ont fondé, parce qu'ils réclament le rétablissement de la Constitution de 1861. Et le parti qu'ils ont fondé en 1861 constitue à lui seul tout un programme. Il s'appelle le Parti constitutionnel, le Parti libéral constitutionnel tunisien, plus communément appelé Destour ou Constitution. Parti de Arabi, le premier Destour en bas, et le parti de Bourguiba, créé en 1934, a continué le même projet. Il a adopté le même projet. C'est ainsi que dans une grande manifestation en Tunisie anticolonialiste, le 8 avril 1938, les mots d'ordre, la manifestation le 8, le mot d'ordre était Assemblée nationale, Parlement tunisien, gouvernement national, à bas la discrimination. Discrimination entre les Tunisiens et les Français en Tunisie, en faveur bien entendu des Français. Le néo-Destour a conduit le pays à l'indépendance. À l'indépendance, le Destour a adopté uniquement une partie de ce projet. La modernité, modernité en économie, modernité dans l'éducation, l'éducation enseignement moderne, et aussi dans le statut de la femme, puisque le statut personnel est paru le 13 août 1956, c'est-à-dire 4 mois pratiquement après l'indépendance. L'indépendance, c'était en 56, le 20 mars 56. Mais il n'a pas respecté l'autre côté, le côté politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas établi la démocratie. Or, on considère que le modèle occidental est un tout, est indivisible. Si on ne respecte pas le modèle dans toutes ses dimensions
surtout, y compris surtout la dimension politique, ce modèle ne peut pas marcher. C'est l'opposition démocratique qui a pris la relève, c'est-à-dire qui a adopté ce projet réformiste et qui demande précisément les libertés démocratiques, les droits de l'homme, depuis les années 60, 70. Opposition démocratique et également société civile, dans toutes ses composantes, dans toutes ses associations, qui a aussi demandé c'était modernité et démocratie. Bien entendu, en 87, au début, c'était une petite ouverture. On considère qu'on nous a promis beaucoup dans la déclaration du 7 novembre 1987. On considère même que les Tunisiens ont atteint un niveau de maturité tel qu'ils peuvent passer du stade de sujet au stade de citoyen. Mais on a été berné. Dès 90, surtout après les élections de 89, Ben Ali est entré dans une politique de répression, dictature très répressive. Bourguiba était dictateur, mais la dictature de Bourguiba était conjoncturelle. La dictature de Ben Ali est structurelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit. Bourguiba, il ouvre, il ferme, etc. Ce n'est pas le cas de Ben Ali. Et donc, comme vous le voyez, la révolution de 2010 est un peu le prolongement de tout le mouvement démocratique. Aujourd'hui, nous avons obtenu beaucoup de revendications. Il n'y a plus de prisonniers d'opinion en Tunisie. Tous les prisonniers sont libérés. Le droit d'amnistie générale a été même proclamé. Les libertés d'expression, d'association sont rétablies. On a aujourd'hui, je crois, autour de 40 partis déjà, et on peut avoir encore plus. Il y a une sorte d'ivresse de liberté en Tunisie. Nous avons aussi maintenant une feuille de route depuis le 3 mars, c'est-à-dire nous avons un rendez-vous le 24 juillet 2011, il y aura les élections de l'Assemblée constituante, parce qu'on demande un régime, parce que nous avons beaucoup souffert du régime présidentiel. Maintenant, l'opinion publique a tendance à réclamer un régime parlementaire où le gouvernement sera responsable devant les représentants du peuple qui peuvent non seulement le contrôler, mais aussi le démettre s'il viole la Constitution ou s'il viole aussi les règles de la bonne gouvernance. Mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer le 24 juillet 2011. Rien n'est sûr. La lutte entre les forces démocratiques et progressistes et les forces rétrogrades, c'est-à-dire du Sud, cette lutte reste encore problématique. On ne sait pas encore ce qui va se passer. La seule, peut-être, solution, c'est une alliance. Alliance entre toutes les forces démocratiques autour de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, parce que l'UGTT constitue la seule force sociale en Tunisie. L'opposition n'avait pas pu, pour des raisons objectives et parce que les pouvoirs les empêchaient, établir le joint avec les masses populaires. L'opposition démocratique constitue des états-majors sans soldats. L'UGTT et un front avec l'UGTT peut nous fournir une sorte de parapluie populaire et donc peut peut-être provoquer une majorité à la Constituante et cette majorité peut sauver la révolution. Je laisse la parole à mes camarades, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si Ali, qu'est-ce que vous avez laissé pour vos camarades? En tout cas, je me félicite de cet exposé qui clarifie toute une trajectoire historique du 19e, 20e jusqu'au jour d'aujourd'hui, 21e. Mais il y a quand même des questions qui taraudent de tout le monde. Je suis certain qu'il y a pas mal, soit de Tunisiens qui vivent en France, soit de Français qui vivent en France, qui croient que nous comprenons mieux la révolution qu'eux. C'est pas vrai. Nous sommes au même point que vous. On a compris des choses, mais pas d'autres. Par exemple, pourquoi cette révolution, le 17 décembre 2010? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi elle a été faite par ces jeunes qui sont plus ou moins marginalisés, dans ces régions plus ou moins marginalisées? Alors qu'il y a un grand syndicat, une opposition, il y a des institutions de la société civile
mais qui ont été tous incapables de déloger Ben Ali. Pourquoi Ben Ali a été délogé par ce secteur marginal de la société? C'est une grande question. Moi, j'appartiens à un parti politique d'opposition al-Tajdid. Nous avons été avec beaucoup d'autres dans beaucoup de luttes. On a été incapables de changer fondamentalement la situation. Il a fallu qu'il y ait des jeunes spontanés, dans un mouvement spontané, qui ont pu abattre ce régime qui est devenu obsolète. Pourquoi? Parce que la société s'est modernisée dans le fond. Ces jeunes chômeurs, c'est des diplômés du supérieur, c'est des bacs plus 4, c'est pas rien du tout. Ils sont en centaines de milliers. C'est ça la modernité. C'est qu'on a affaire à une société qui s'est beaucoup modernisée, alors que le régime politique est resté archaïque. C'est donc cette contradiction entre la forme archaïque et la société qui s'est modernisée qui a provoqué la rupture. Et la rupture, elle a été provoquée par cette jeunesse qui ne voulait plus admettre de vivre dans ce régime. Nous, les seniors, on va dire, on était dans des institutions, dans des partis, dans la Ligue des droits de l'homme, dans les syndicats, et donc c'est comme si, quelque part, on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine progression, à ce qu'il y ait une certaine évolution, normale jusqu'à ce qu'il y ait une certaine transition, alors que ces jeunes ont demandé la rupture et ils l'ont obtenue. Et alors, ça donne donc une révolution assez particulière. C'est une révolution qui n'a pas de direction. C'est une révolution qui n'a pas de programme politique préétabli. Donc, c'est une révolution qui reste à concrétiser par des gens qui sont post-révolution. Et ça pose tout un problème parce que tout le monde s'est approprié cette révolution. Maintenant, tout le monde est devenu révolutionnaire. Les gens ne sont plus révolutionnaires les uns que les autres. C'est pourquoi il s'est créé 50 partis qui sont tous, se croient révolutionnaires. Et si vous voulez, il y a une certaine cacophonie. Il faut qu'on vous dise que la situation actuellement, même s'il y a des acquis extraordinaires, il y a quand même quelques incertitudes sur l'avenir. Pourquoi? Parce que les partis qui étaient là ne sont pas capables de prendre en charge cette demande sociale, politique, extraordinairement lourde de conséquences, et parce que les partis qui viennent d'être créés n'ont aucune tradition, n'ont aucune conséquence, n'ont aucune expérience pour faire avancer cette perspective. Eh bien, quelle est la relation entre révolution et modernité? Le sens de la conférence. Comme l'a dit Siani avant moi, la société tunisienne avait des éléments de modernisation. Mais où se situait le problème fondamental? C'est que Bourguiba voulait construire un État national, mais il n'a jamais eu comme objectif d'instaurer une république. Voilà le mal tunisien, voilà le mal de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye. C'est que tout le monde a fait pratiquement, on va dire, le volet nécessaire, mais pas suffisant. Le volet nécessaire, c'est asseoir un pays, un État-nation, mais il fallait compléter par la mise en place d'une république. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Parce que peut-être la culture de Bourguiba, de Néo-Destour, la façon dont le mouvement youssifiste a été liquidé, la guerre froide, les besoins sociaux ont fait que la question de la démocratie n'a pas fait partie de l'agenda de partis tels que le parti d'Estoril, etc. Ce qui fait que la société s'est revoltée, elle a essayé de s'organiser, elle a essayé de faire aboutir sa voix, mais cela n'a été possible qu'avec cette rupture violente avec Ben Ali. Il n'y a pas eu possibilité de transition démocratique comme il y en a eu dans d'autres pays, etc. Maintenant, quelle est la solution? Et quel est l'impact sur le monde arabe? Et quel est l'impact sur la France? Et quel est l'impact sur la coopération, ou bien le partenariat, ou bien l'avenir de la Méditerranée, etc. Au niveau de la Tunisie, il faut effectivement qu'il y ait assez vite l'émergence d'un pôle démocratique qui puisse donner une assurance à la population, qui puisse donner un objectif rassembleur, fédérateur, autour d'objectifs communs. Bon, ça c'est le premier. Au niveau du Maghreb, vous voyez la situation de la Libye, de l'Algérie, évidemment c'est différent de la Tunisie. Pour ceux qui croyaient que pour la Libye ça allait se passer de la même manière qu'en Tunisie, évidemment, ils sont en train de constater que c'est une erreur fondamentale. Ça n'a absolument rien à voir. En Libye, il y a des éléments qui ressemblent à la Tunisie, mais il y a trop d'éléments qui ne ressemblent pas à la Tunisie, tels que le tribalisme, etc., tels que l'absence d'État, tels que l'absence d'institutions, etc. La ressemblance, et tout à l'heure notre collègue de l'Égypte va probablement l'exposer mieux que nous, il y a une certaine ressemblance avec l'Égypte, mais avec probablement des différences aussi.
mais la ressemblance est peut-être plus forte que la différence. Mais demain, lorsque 3, 4, 5 pays, 6 pays, le monde arabe va accéder à ce projet moderniste, c'est-à-dire avec son aspect État moderne, économie moderne, société moderne et politique, et institutions politiques modernes également, quand il sera là, comment l'histoire de la Méditerranée va être chamboulée complètement, totalement, et quels sont les impacts sur les équilibres régionaux, sur la question de la Palestine, d'Israël, sur la question de l'équilibre des forces, etc. Moi, à mon sens, il y a beaucoup de variables qui vont être changées de fond en comble, et peut-être tout à l'heure, on répondra à quelques questions autour de ce débat. Merci. Oui, effectivement, pour prendre la suite, moi je vais plutôt vous parler quelques instants de l'Égypte, en sachant que je vais essayer d'être le plus court possible pour vous permettre de poser des questions. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Peut-être prendre l'angle du contexte dans lequel s'est déroulée cette révolution, qui est inspirée, et ça sera évidemment présent tout le long de l'intervention, inspirée par la Tunisie. Les Égyptiens se sont révoltés parce qu'il y a eu à côté d'eux les Tunisiens qui l'ont fait. Donc ça, c'est un élément clé. Le contexte, mais surtout peut-être un élément peu abordé, c'est-à-dire les questionnements de l'autre côté de la Méditerranée. La question de l'arrivée au pouvoir des islamistes, la question de l'armée, la question des rapports avec les pays européens et l'Occident en général. Je pense que ce sont des questions qui intéressent nos compatriotes français. Et puis évidemment, nous laisserons la place à vos questions. Sur le contexte dans lequel s'est déroulée cette révolution, beaucoup d'éléments, beaucoup de points communs avec la Tunisie. Évidemment, c'est une jeunesse, ce décalage générationnel et intellectuel entre une majorité de la population. Vous savez que dans le monde arabe, 60% de la population a moins de 35 ans et un pouvoir plutôt composé de gérontocrates, de personnes qui sont plutôt d'un autre âge en matière de conception de la société, de conception du pouvoir. Donc, le peuple égyptien a été extrêmement patient. Vous savez que l'État égyptien est très ancien. Je ne vous ferai pas l'affront de faire l'historique de l'État égyptien. Mais sachez qu'en 1919, il y a eu déjà une révolution. Qu'en 1952, il y a eu une prise de pouvoir de la part d'officiers, qu'on appelait à l'époque les officiers libres, qui ont destitué le roi Farouk. À partir de ce moment, en 1952, l'Égypte est devenue une république. Depuis 1952, l'Égypte est gouvernée par des militaires qui ont accédé au pouvoir suprême, à la présidence de la République, Neguib Nasser, Sadat et Moubarak. Moubarak qui est resté au pouvoir pendant 30 ans. Cette institution militaire est au cœur du pouvoir égyptien, et je viendrai dans quelques instants sur le fait que